Bonjour, donc je suis Jean-François Hochepied de l'École des Mines de Paris. Alors, je vais vous parler d'activités, alors beaucoup plus disparates que ce que vous avez vu précédemment, parce qu'elles ne sont pas l'activité d'un centre qui s'est consacré à une thématique, mais je vais l'aborder d'un certain point de vue. Alors tout d'abord, j'associe Alain Torel, qui est disons, l'orateur qui s'excuse aujourd'hui de ne pas être là, et Ressus Angulo, à qui j'ai pris les slides de la présentation du projet Partox. Et donc, je vais adopter le point de vue d'aborder la nanomédecine et la toxicité des nanoparticules par les nanomatériaux, tout simplement parce que vous savez sans doute qu'il n'y a pas vraiment d'experts en toxicologie au sein des écoles des mines. Et je vais vous expliquer pourquoi l'approche par les nanomatériaux nous a quand même permis de développer des activités qu'on espère poursuivre par la suite. Donc, tout d'abord, les activités nanomatériaux sont dispersées dans l'ensemble des centres et des écoles des mines. Et elles ont été fédérées à partir de 2006 par un groupe qui s'appelle Nanomine, donc qui rassemble des gens qui se sont dits compétents et qui ont déclaré que leurs activités avaient à voir ou bien avec l'élaboration de nanomatériaux, ou bien avec leur caractérisation, ou bien avec leur modélisation. Alors ce groupe, donc vous voyez le site web là, je suis sûr que vous allez vous y précipiter, est animé depuis donc, sa création par Dominique Gelin, qui passe le relais là, très prochainement à Alain Torel. Et il a été soutenu depuis le début par l'Institut Carnot-Mines. Et des projets internes à ce groupe ont été donc soutenus, financés pour avoir du temps de postdoc ou de chercheurs et du matériel. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de tous les travaux du groupe Nanomine, mais je vais vous expliquer pourquoi des gens des nanomatériaux s'intéressent maintenant de plus en plus à la nanotoxicité. Donc là, c'est une interrogation bibliographique que j'ai faite il y a un certain temps, mais si on le refaisait maintenant, ça ne changerait rien au résultat. J'ai tout simplement tapé le mot-clé nanomaterials dans IZ, et j'ai regardé les articles qui sortaient, je les ai triés en ordre décroissant de citations. Et j'ai séparé les 50 premiers articles sur l'ensemble des années, depuis la nuit des temps, sur les nanomatériaux, et seulement les articles de moins de 5 ans. Et alors après, j'ai fait un tri manuel pour déterminer moi-même les thématiques, donc que j'ai séparées en 4 ensembles, un ensemble fourre-tout, un ensemble toxicité, un ensemble application biomédicale, un ensemble application énergie. Bon, j'appartiens à un centre d'énergétique, donc c'est un peu pour ça que j'ai fait comme ça. Et on se rend compte donc qu'on a un glissement des préoccupations récentes vers l'aspect toxicité des nanoparticules et des nanomatériaux. Donc, autrement dit, historiquement, bon, ce qui intéressait beaucoup les gens avec les nanomatériaux, c'était leurs nouvelles applications, la nouvelle façon de les fabriquer, tout ce que ça pouvait apporter. Et depuis les 5 dernières années à peu près, même plus maintenant, on a des préoccupations croissantes en toxicité, et les articles les plus lus, les plus cités, concernent ces préoccupations. Donc, ça explique que les gens spécialistes en élaboration, caractérisation de nanomatériaux se préoccupent de plus en plus de la toxicité des nanoparticules. Alors, pourquoi on peut se dire, mais en fait, pourquoi un toxicologue standard ne peut pas s'intéresser à ça? Tout simplement parce que la différence entre une nanoparticule et une molécule, c'est que c'est très facile de décrire une molécule. En revanche, décrire une nanoparticule, c'est extrêmement complexe. Parce qu'en fait, tout simplement, ça ne veut rien dire. Une nanoparticule, c'est un objet. Alors déjà, souvent, vous l'avez sous forme de population ou d'ensemble de ces objets qui sont plus ou moins définis en taille, plus ou moins définis en forme, plus ou moins définis en état de surface, et plus ou moins définis en interaction entre eux, notamment entre elles par les phénomènes d'agglomération plus ou moins réversibles qui peuvent exister au cours de la vie de ces nanoparticules et de leur interaction avec le vivant. Donc, c'est ce point-là, c'est-à-dire la difficulté de décrire, même de définir d'ailleurs les nanomatériaux et les nanoparticules, qui fait que l'intérêt de compétences en synthèse, caractérisation et modélisation de nanomatériaux sont des compétences vitales pour élaborer des projets pertinents qui visent à comprendre la toxicité des nanoparticules. Alors là, j'ai cité aussi quelques projets de recherche ponctuels en nanomédecine ou nanotoxicité, parce que de toute façon, les préoccupations sont un peu les mêmes. Donc j'ai cité des projets de recherche, c'est-à-dire que
même si le groupe Nanomine a été créé en 2006, il y avait déjà des choses qui couraient et qui montraient, disons, les débuts d'interaction entre les gens des matériaux et les biologistes ou les médecins. Donc, moi, j'avais collaboré pendant 5 ans avec la société Nanobiotics qui élabore et utilise des nanoparticules pour faire des traitements ciblés contre le cancer. Au Centre des matériaux, je vais juste montrer un slide par la suite, Alain Torel a participé à un projet européen baptisé Nano for Drugs, donc qui utilise des nanodiamants comme vecteur de médicaments au sein des cellules. Et donc, en parallèle un petit peu à la création du groupe Nanomine, on a créé un consortium donc, qui rassemblait les compétences de caractérisation du centre des matériaux, donc mes compétences de chimiste, et des compétences de traitement d'image aussi, parce que j'ai vu qu'ici, vous aviez séparé dans les posters matériaux et imagerie, mais là, en fait, on les avait rassemblés au sein de ce consortium pour un projet ANR Partos que je vais développer. Et alors, donc, ça a été signalé tout à l'heure. Donc, le groupe Nanomine fait intervenir toutes les écoles des mines, c'est pas seulement parisien, loin de là. Et donc, on a aussi fait une collaboration récente avec l'école des mines de Saint-Étienne qui lui a permis de compléter ses études sur la toxicité de nanoparticules de bumetinalé. Alors, malheureusement, je n'ai pas choisi de trop le développer faute de temps, mais bon, j'ai vu qu'il y avait des posters sur ce sujet. Donc, c'est le groupe, le laboratoire qui s'appelle le LINA, donc, qui étudie depuis quelques années déjà et qui va se structurer encore davantage sur ces problématiques-là. Donc, j'ai choisi de développer 2 points. Donc, premièrement, le projet européen d'Alain Torel sur les aspects d'utilisation de nanoparticules comme en fait vecteurs de médicaments. Donc, il y a différentes façons d'utiliser les nanoparticules en médecine pour le traitement de cancer ou autre. Là, l'idée, c'était d'utiliser des nanodiamants qui ont la particularité, qui ont plusieurs particularités. D'une part, ils peuvent être modifiés pour être rendus fluorescents. Ils sont relativement biocompatibles et ne sont pas supposés générer beaucoup de toxicité. Et on peut les fonctionnaliser en surface assez facilement par de la chimie relativement accessible pour greffer dessus les molécules d'intérêt qu'on veut internaliser dans les cellules. Et donc là, on voit que dans le cadre de ce projet, donc l'équipe du Centre des matériaux avait suivi l'internalisation des... alors, c'est là, avait suivi l'internalisation des nanodiamants. Donc, ce qui est intéressant, donc, là, c'était pour des applications médicales, mais c'est pareil pour les études de toxicité. On peut s'intéresser au fait de savoir si les nanoparticules vont, d'une part, être internalisées ou pas dans les cellules, si elles vont avoir tendance à s'agglomérer ou à se disperser. Donc, ça peut se voir par imagerie. Et après, on peut suivre leur devenir, même au cours du temps, enfin, au cours des différentes étapes, si on a de la chance. Donc, maintenant, je vais développer un peu plus un projet ANR, parce que comme je vous l'ai dit, finalement, l'activité relative à la toxicité des nanoparticules est en filigrane de beaucoup d'activités décentes, mais n'a jamais constitué un point central avec des personnels tout le temps dessus. Donc, il faut des financements pour les développer, ces activités. Et donc, le projet Partox avait été l'occasion de le faire. Donc, les objectifs étaient assez ambitieux. Les objectifs étaient de relier, d'avoir le maximum de descripteurs physico-chimiques des particules, d'avoir une liste la plus exhaustive possible, avec les caractérisations les meilleures possibles, et de relier ça à des résultats de tests de toxicité qui donc étaient là, en l'occurrence, faits par un laboratoire du CEA, le laboratoire Biopus. Donc, en amont, on a synthétisé nous-mêmes des particules, on a aussi sélectionné des particules commerciales. Alors, vous pouvez vous dire pourquoi ne pas se contenter de particules commerciales, parce qu'on peut très bien les caractériser. Alors en fait, caractériser exhaustivement des particules, ce n'est pas si évident, et on pourrait avoir des effets d'étapes du procédé qui seraient inconnus et qui pourraient avoir un impact assez fort sur le résultat final. Et il faut savoir que quand on fait les choses soi-même, on sait ce qu'on fait, tandis que quand on achète des particules commerciales, vous pouvez difficilement obtenir des renseignements sur les procédés, sur le détail des procédés qui ont permis l'élaboration de ces particules. Donc l'objectif était d'établir des corrélations entre les résultats des données de toxicologie et les caractérisations physico-chimiques. Donc cet objectif était ambitieux et en plus l'ANR a réduit par rapport à ce que nous avions demandé le financement, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller aussi loin. Je vais reprendre les différentes étapes qui intervenaient dans le projet. Donc la synthèse de particules, là on avait choisi des méthodes
que moi j'utilise des méthodes de chimie simple, de précipitation, cristallisation hydrothermale, en batch ou en continu. Ça nous a permis d'avoir des contrôles de taille de nos particules d'oxyde de titane dans la gamme de 3 à 4 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres, avec des populations assez réduites en taille. Alors pour la caractérisation physico-chimique, alors l'instrument roi, comme vous l'avez vu sur le slide précédent, c'est évidemment le microscope électronique à transmission, malgré les biais que ça peut induire sur la représentativité des échantillons, mais c'est quand même ce qui permet d'avoir accès, pratiquement la seule technique qui permet d'avoir accès à une vision de la taille représentative et de la morphologie des particules en voyant directement les objets. Sinon, après, on peut avoir des mesures globales, mais il vaut mieux les corréler toujours et voir si effectivement on a une bonne adéquation entre ce qui est observé en microscopie électronique et des mesures faites par diffraction laser ou autre. Donc on avait toute cette gamme de techniques de caractérisation. On a créé une soixantaine de fiches sur l'ensemble des particules. Alors là, j'ai extrait juste une fiche parce que les fiches ne contiennent pas seulement les résultats là, qui ont été résumés, par exemple, en surface spécifique, mais évidemment par exemple, toute la courbe d'absorption-désorption. Et donc, on avait donc ainsi un grand nombre de descripteurs dans une soixantaine de fiches. Donc la partie synthèse-caractérisation du projet a été faite parce qu'elle avait été correctement financée. Pour la partie donc, analyse d'images et interprétation, ça a été plus compliqué. Mais alors, ok, mais c'était plus compliqué parce que les gens du CEA devaient encore continuer à mettre au point leur puce à cellules. Donc là, ça vous connaissez, vous avez vu, c'est l'intervention du groupe de morphologie, du centre de morphologie mathématique, qui a pris les images obtenues par le CEA, qui les a traitées. Donc là, on voit, là l'idée c'est de mesurer un stress oxydant donc sur un ensemble de cellules. Donc les informations qui pouvaient être obtenues, c'est savoir le nombre de cellules où il y avait une manifestation du stress oxydant, qui se voit par la fluorescence verte d'un marqueur. Éventuellement des analyses aussi de la forme des cellules et de l'intensité de la fluorescence dans chaque cellule. Donc évidemment, c'est beaucoup plus détaillé qu'une simple mesure globale. Et donc le but du projet était de corréler avec ces niveaux de finesse. Donc on n'a pas pu aller aussi loin, mais on a mis au point une méthode qui, sous un modèle de fiche technique de caractérisation des particules et d'une bibliothèque de particules clés du point de vue industriel, la silice, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, qu'on compte exploiter dans des études ultérieures. Voilà. Donc je finirai aussi en mentionnant qu'il n'y a pas que la recherche au sein du groupe Nanomine, il y a aussi des activités d'enseignement et de communication scientifique. Alors pour l'enseignement, chaque année, il y a un module pour les élèves de 3e année. Donc il y a une semaine d'enseignement qui s'appelle Introduction aux nanomatériaux. Une semaine, ça suffit à peine pour les introduire. Et il y a une journée presque complète qui est consacrée à la nanomédecine et à la nanotoxicité. Et également, tous les 2 ans, on organise des journées industrielles nanomatériaux. Et dans chacune de ces journées, il y a des sessions toxicité-sécurité. Donc là, en 2011, comme vous voyez, il y avait cette partie-là qui était assez importante dans la journée. Voilà. Donc en conclusion, dans les actions du groupe Nanomine, ce qui me semble important, c'est que l'approche science pour l'ingénieur en synthèse-caractérisation est très utile pour étudier sérieusement la toxicité des nanoparticules, que les activités doivent combiner des projets de recherche évidemment, mais aussi de l'enseignement et de la communication scientifique, ce que je pense on arrive à peu près à faire. Et on a forcément besoin de partenariats extérieurs avec des médecins et des biologistes pour des actions d'envergure, notamment pour les tests de toxicité des particules. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre, éventuellement. Alors, si vous avez des questions, on a quelques minutes là, il faut en profiter. Donc sur cette intervention, comme sur le thème de manière plus générale, est-ce que les télécoms s'interrogent sur la toxicité? Non, pas vraiment. Est-ce que les intervenants souhaitent faire des compléments par rapport à ce qu'ils ont présenté? Didier? C'est juste un commentaire. Je pense qu'il y aura certainement des partenariats à faire avec l'imagerie. Jean-François l'a dit, mais un des problèmes fondamentaux, c'est de savoir si une particule, quand on observe au microscope, est sur une cellule, est dans la cellule, est à côté, et c'est loin d'être évident. Et donc je pense qu'avec les personnes compétentes, et il y en a dans les
dans l'Institut Mines Télécom des deux familles d'origine, il y a vraiment un travail important à faire là-dessus, parce que c'est pas anodin du tout. Alors justement, à ce sujet, donc, je ne l'ai pas précisé parce que c'est difficile de donner tous les détails, mais le microscope électronique d'Evry est en fait en copropriété avec l'INSERM, enfin avec le Génopôle, je crois. Enfin, il y a des gens qui sont des matériaux pourront peut-être me corriger. Donc, il y a de toute façon, c'est un outil qui est partagé entre les biologistes et les gens des matériaux, et c'est justement un facteur de collaboration, de toute façon. Est-ce qu'il y a encore des questions, des interrogations, des commentaires sur cette partie de la journée? Bien. Pas de frustration. Ben on va enchaîner. Alors, c'est Leslie Jimison qui va nous présenter l'exposé suivant.